Dans un bâtiment anodin au cœur de San Francisco, l'une des startups les plus dynamiques du monde fait en sorte que notre avenir alimenté par l'IA semble plus réel que jamais. Elle est à l'origine de 2 succès monstres, ChatGPT et DALL-E, et a en quelque sorte devancé les plus grands géants de la technologie sur le marché. Elles ont donné le coup d'envoi d'une course concurrentielle qui les a toutes obligées à nous montrer ce qu'elles savaient faire. Mais comment cette startup méconnue a-t-elle réussi à s'imposer? Nous sommes à l'intérieur d'OpenAI et nous allons obtenir quelques réponses. Est-ce de la magie? S'agit-il de simples algorithmes? Va-t-elle nous sauver ou nous détruire? Découvrons-le. J'adore les plantes. C'est si vivant, si étonnant. J'adore cet endroit. Ça me fait penser au spa de Westworld. C'est presque comme suspendu dans l'espace et le temps. Un peu. Oui, c'est un peu futuriste. C'est l'un des esprits les plus introspectifs d'OpenAI. Nous connaissons tous Sam Altman, le PDG, mais Mira Murati est l'architecte en chef de la stratégie d'OpenAI. On dirait le logo d'OpenAI. C'est vrai. C'est Ilya qui l'a peint. Le scientifique en chef. Oui. Que symbolise la fleur? À mon avis, c'est l'IA qui aime l'humanité. Nous nous efforçons de relever les défis de l'hallucination, De la véracité, de la fiabilité et de l'alignement de ces modèles. Quelqu'un est-il déjà parti parce qu'il se disait « je ne suis pas d'accord » ? Au fil du temps, des personnes sont parties fonder d'autres organisations en raison de désaccords sur la stratégie de déploiement. Et comment trouver un terrain d'entente en cas de désaccord? Vous savez, vous voulez être en mesure d'avoir ce dialogue constant. Et de trouver comment systématiser. Quelle est la mission d'un directeur technique? Il s'agit à la fois de guider les équipes sur le terrain, de réfléchir à la stratégie à long terme, d'identifier nos lacunes et de veiller à ce que les équipes soient bien soutenues pour réussir. C'est vrai? Ça a l'air d'être un gros travail. Résoudre des problèmes. Résoudre des problèmes impossibles. Oui, c'est vrai. Lorsque vous avez pris la décision de lâcher ChatGPT dans la nature, je suis sûre qu'il y a eu un moment où tout s'est joué. Rappelez-moi ce jour-là. Nous avions ChatGPT depuis un certain temps et à un moment, il est devenu vraiment important pour nous de découvrir comment les gens allaient l'utiliser. Quels sont les risques? Quelles sont les limites? Nous avons également appris à mieux connaître cette technologie que nous avons créée et nous avons commencé à la faire connaître au grand public. C'est devenu le produit technologique à la croissance la plus rapide de l'histoire. C'est ce que nous avons fait. Cela vous a-t-il surpris? Quelle a été votre réaction? Nous avons été surpris de voir à quel point le produit a capté l'imagination du grand public et à quel point les gens ont aimé passer du temps à parler à ce système d'intelligence artificielle et à interagir avec lui. ChatGPT peut désormais imiter un humain. Il peut écrire, il peut coder au niveau le plus élémentaire. Comment cela se passe-t-il? ChatGPT est un réseau neuronal qui a été entraîné sur une énorme quantité de données sur un super ordinateur massif. Et l'objectif de ce processus d'entraînement était de prédire le mot suivant dans une phrase. Il s'avère qu'en entraînant des modèles de plus en plus grands, en ajoutant de plus en plus de données, les capacités de ces modèles augmentent également. Ils deviennent plus puissants, plus utiles. Et comme vous investissez davantage dans l'alignement et la sécurité, ils deviennent plus fiables et plus sûrs au fil du temps. L'OpenAI a démarré, une sorte de frénésie compétitive. Pensez-vous pouvoir battre Google à son propre jeu? Pensez-vous pouvoir prendre des parts de marché significatives dans le domaine de la recherche? Nous n'avons pas cherché à dominer la recherche. Ce que ChatGPT offre, c'est une façon différente de comprendre l'information. Vous pouvez effectuer des recherches, mais de manière beaucoup plus intuitive que par mots-clés. Je pense donc que le monde entier est en train d'évoluer dans cette direction. L'air confiant, évidemment, que ChatGPT donne parfois une réponse. Pourquoi ne pas simplement dire parfois « je ne sais pas ». L'objectif n'est pas de prédire le mot suivant de manière fiable ou sûre.
Lorsque vous disposez de capacités aussi générales, il est très difficile de gérer certaines limites, comme ce qui est correct. Certains de ces textes et certaines de ces données le sont. J'ai demandé, certaines d'entre elles peuvent être incorrectes. Cela ne va-t-il pas accélérer le problème de la désinformation? Je veux dire que nous n'avons pas été en mesure de résoudre le problème des médias sociaux depuis une vingtaine d'années. La désinformation est un problème vraiment complexe et difficile à résoudre. L'une des choses qui m'inquiète le plus est la capacité de l'Union européenne à faire face à la désinformation. Les modèles tels que GPT-4 sont capables d'inventer des choses. Nous parlons d'hallucinations et ils sont capables d'inventer des choses de manière convaincante. Et cela nécessite, vous savez, d'être conscient et de savoir que l'on ne peut pas se fier aveuglément à ce que la technologie fournit comme résultat. Je voudrais parler du terme hallucination, parce qu'il s'agit d'un terme très humain. Pourquoi utiliser un terme aussi humain pour désigner une IA qui ne fait que commettre des erreurs? Eh bien, il y en a beaucoup. Les capacités générales sont en fait très humaines. Par exemple, lorsque nous ne connaissons pas la réponse à quelque chose, nous inventons une réponse. Il est rare que nous disions « je ne sais pas ». C'est ainsi. Il y a beaucoup d'hallucinations humaines dans une conversation et parfois nous ne le faisons pas exprès. Devrions-nous nous en inquiéter? Je pense que c'est de plus en plus humain. Devrais-je m'identifier comme artificiel lorsqu'il interagit avec nous? Je pense qu'il s'agit d'un autre type d'intelligence. Il est important de distinguer les résultats fournis par une machine de ceux fournis par un autre être humain. Mais nous nous dirigeons vers un monde où nous collaborons de plus en plus avec ces machines. Les résultats seront donc hybrides. Toutes les données que vous formez, c'est ce que je fais. Elles proviennent d'écrivains. Elles proviennent d'artistes. Comment pensez-vous redonner de la valeur à ces personnes alors qu'il s'agit également de personnes qui craignent de perdre leur emploi? Je ne sais pas exactement comment cela fonctionnerait dans la pratique, si l'on pouvait en quelque sorte rendre compte des informations créées par tout le monde sur l'Internet. Je pense qu'il y en aura certainement. Des emplois qui seront perdus et des emplois qui seront modifiés à mesure que l'IA continuera à progresser et à s'intégrer dans la main-d'œuvre. L'ingénierie de prompt est un emploi aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que nous aurions pu prédire. Il faut considérer les prompts ingénieurs comme des chuchoteurs d'IA. Ils sont hautement qualifiés pour sélectionner les bons mots afin d'inciter les outils d'IA à générer les réponses les plus précises et les plus éclairantes. C'est un nouveau métier né de l'IA qui rapporte des centaines de milliers de dollars par an. Quels sont les conseils à suivre pour devenir un excellent ingénieur en prompt? Vous savez, c'est cette capacité à développer une intuition sur la manière de tirer le meilleur parti du modèle, de l'aiguiller de la bonne manière, de lui donner suffisamment de contexte pour ce que vous recherchez. L'une des choses dont nous avons parlé précédemment concerne les hallucinations et le fait que ces grands modèles de langage ne sont pas toujours très précis. Je demande donc au modèle de vérifier ces informations à l'aide d'un plugin de navigation et il navigue maintenant sur le web. Il a été rapporté que ces travailleurs kenyans étaient payés 2 $ de l'heure pour effectuer le travail en arrière-plan afin de rendre les réponses moins toxiques. Et je crois savoir que ce travail peut être difficile parce que vous lisez des textes qui peuvent être dérangeants et que vous essayez de les nettoyer. Nous devons donc parfois faire appel à des sous-traitants. Nous avons choisi ce prestataire en particulier en raison de ses normes de sécurité connues et depuis, nous avons cessé de travailler avec lui. Mais comme vous l'avez dit, il s'agit d'un travail difficile et nous le reconnaissons. Et nous avons des normes de santé mentale et de bien-être que nous partageons avec les contractants. Je pense beaucoup à mes enfants et au fait qu'ils auront un jour des relations avec l'IA. Comment pensez-vous aux limites et aux possibilités qui s'offrent à vous lorsque vous pensez à un enfant? Je pense que nous devrions être très prudents en général en plaçant des systèmes très puissants devant des populations plus vulnérables. Il y a certainement des freins et des contrepoids en place parce qu'il est encore tôt et que nous ne comprenons pas encore toutes les façons dont cela pourrait affecter les gens. On parle beaucoup de relations et j'aime ça. Pourriez-vous vous imaginer en train de développer une relation avec une IA?
Je dirais que oui, car c'est un outil fiable qui améliore ma vie. Alors que nous réfléchissons à l'idée existentielle que nous pourrions tous avoir un jour des relations avec l'IA, on assiste à une ruée vers l'or de l'IA dans la Silicon Valley. Les investisseurs en capital risque injectent de l'argent dans n'importe quelle start-up spécialisée dans l'IA, dans l'espoir de trouver la prochaine grande nouveauté. Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn et investisseur de la première heure de Facebook, sait comment trouver de l'or. Il a été l'un des premiers à soutenir OpenAI et tente, d'une certaine manière, de prendre la main de la société et de nous guider dans l'ère de l'IA. Cela fait 12 ans que nous parlons. Peut-être plus. C'est génial. Cela en fait longtemps, oui. Vous avez assisté à certains des plus grands changements de plateforme technologique de l'histoire, au début de l'Internet mobile. Pensez-vous que l'IA sera encore plus importante? Je pense que oui. Elle s'appuie sur l'Internet, les données mobiles et le cloud. Tous ces éléments sont réunis pour faire fonctionner l'IA. C'est ce qui en fait le crescendo, l'ajout pour chacun d'entre nous. Je veux dire que l'un des problèmes du discours actuel est qu'il est trop basé sur la peur par rapport à l'espoir. Imaginez un tuteur sur chaque smartphone pour chaque enfant dans le monde. C'est possible. C'est une ligne de mire par rapport à ceux que nous voyons aujourd'hui avec les modèles d'IA actuels. Vous avez inventé le terme blitzscaling. Dans sa définition précise, le blitzscaling consiste à donner la priorité à la vitesse plutôt qu'à l'efficacité dans un environnement incertain. Comment faire pour aller le plus vite possible afin d'être le premier à passer à l'échelle supérieure? L'IA permet-elle d'aller plus vite? Il semble bien que ce soit le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je pense que la vitesse à laquelle nous l'intégrerons dans nos vies sera plus rapide que celle à laquelle nous avons intégré l'iPhone dans nos vies. Il y aura un copilote pour chaque profession. Et si vous y réfléchissez, c'est énorme. Pas uniquement les activités professionnelles. Il va écrire les devoirs de mes enfants, n'est-ce pas? Ce sont des devoirs de lycée. Oui, mais on espère qu'en interagissant avec le logiciel, ils apprendront à rédiger des travaux beaucoup plus intéressants. Elon Musk et vous connaissez depuis longtemps. Il a cofondé OpenAI avec Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Vous et moi avons beaucoup parlé au fil des ans du fait que vous étiez une sorte de nœud dans la mafia PayPal, que vous pouviez parler à tout le monde et que vous pouviez être en désaccord, mais que vous restiez tous amis. Qu'est-ce qu'Elon a dit qui vous a intéressé si tôt? Si je suis revenu à l'IA et que j'ai participé à la création de l'OpenAI, c'est en partie parce qu'Elon est venu me voir et m'a dit « Écoutez, l'IA est en train de naître ». Une fois que j'ai commencé à creuser la question, j'ai réalisé que ce modèle nous permettrait de voir la prochaine génération de capacités étonnantes provenant de ces dispositifs informatiques. L'une des choses sur lesquelles je m'étais disputé avec Elon à l'époque, c'est qu'Elon utilisait constamment le terme « intelligence artificielle ». Elon utilisait constamment le mot « robocalypse » qui, en tant qu'êtres humains, a tendance à être plus facilement et plus rapidement motivé par la peur que par l'espoir. Vous utilisez le terme robocalypse et tout le monde imagine Terminator et tout le reste. Cela semble assez effrayant. Oui? La robocalypse n'est pas vraiment ce que nous désirons. Oui, arrêtez de dire ça. Parce qu'en fait, en réalité, les chances de voir une robocalypse se produire sont minimes par rapport à tout le reste. Vous vous êtes donc réunis autour d'OpenAI. Comment c'est arrivé? Je pense que c'est arrivé. Cela a commencé par des conversations entre Elon et Sam. Puis, comme je les connais tous les deux assez bien, j'ai été appelé et je me suis dit « Écoutez, je pense que cela pourrait vraiment avoir du sens. Quelque chose devrait être le contrepoids de tout le travail naturel qui va se produire dans les domaines commerciaux. Comment faire en sorte qu'une seule entreprise ne domine pas le secteur? Mais les outils sont fournis à l'ensemble de l'industrie pour que l'innovation puisse bénéficier aux startups et à tout le reste. Je me suis dit « Super, et faisons ce truc, l'OpenAI. » J'ai demandé à ChatGPT quelles questions je devais vous poser. J'ai trouvé ces questions plutôt ennuyeuses. Oui. Vos réponses l'étaient aussi. Nous ne sommes donc pas prêts d'être remplacés. Mais il est clair que cela a vraiment touché un point sensible. Il y a des gens qui vont tomber dans le panneau. Oui? Devrions-nous nous en inquiéter? D'accord. Tout le monde a déjà rencontré une personne folle, complètement ivre lors d'un cocktail, qui dit des choses vraiment bizarres, ou du moins tous les adultes l'ont fait. Et ce n'est pas comme si la fin du monde avait eu lieu, n'est-ce pas? Nous devons faire attention aux domaines qui sont nuisibles. Par exemple, une personne déprimée, elle pense à se faire du mal. Il faut limiter tous les canaux par lesquels elle pourrait s'automutiler. Il ne s'agit pas seulement des chatbots. Il peut s'agir de communautés d'êtres humains, de moteurs de recherche. Il faut être attentif à toutes les dimensions de la question. En quoi surestimons-nous l'IA?
Elle ne fait toujours pas quelque chose qui, à mon avis, est propre à un expert. Par exemple, l'une des questions que j'ai posées était la suivante. Comment Reid Hoffman gagnerait-il de l'argent en investissant dans l'intelligence artificielle? La réponse qu'il m'a donnée était très intelligente, très bien écrite, mais elle aurait été rédigée par un professeur d'une école de commerce qui ne comprenait pas le capital risque. C'est vrai. Il semble donc que l'intelligence artificielle étudierait les grands marchés, réaliserait quels produits pourraient être remplacés sur les grands marchés, trouverait des équipes pour le faire et investirait dans ces équipes. Tout cela est écrit de manière très crédible et complètement erronée. Les informations les plus récentes sont encore hors de portée de ces systèmes. Des milliards de dollars sont investis dans l'IA. Ma boîte mail est remplie de présentations sur l'IA. L'année dernière, c'était les crypto-monnaies et le Web3. Comment savoir s'il ne s'agit pas d'une nouvelle bulle? Je pense que l'IA générative est l'élément qui touche le plus à tout. Maintenant, quels sont les bons endroits pour investir? Je pense que nous sommes encore en train d'y réfléchir. Évidemment, en tant que capital risqueur, une partie de notre travail consiste à essayer de comprendre cela à l'avance. Vous savez, des années avant que d'autres ne le voient venir. Mais je pense qu'il y aura des créations massives d'entreprises. D'une certaine manière, il semble qu'une grande partie de l'IA soit développée par une élite d'entreprises et de personnes. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez se produire? Dans un univers idéal, diriez-vous, pour une technologie qui aurait un impact sur des milliards de personnes, d'une manière ou d'une autre, des milliards de personnes devraient être directement impliquées dans sa création. Mais ce n'est pas ainsi qu'une technologie, ou que ce soit, dans l'histoire, se construit. Et il y a des raisons pour lesquelles il faut la construire rapidement. Mais la question est de savoir comment mettre sur la table les bonnes conversations et les bonnes questions. Voyez-vous une mafia de l'IA se former? Je pense qu'il y en a une, car vous faites référence à la mafia PayPal. Bien sûr. Je pense qu'il existe un réseau de personnes qui ont été profondément impliquées ces dernières années et qui auront beaucoup d'influence sur l'évolution de la technologie. Pensez-vous que cela va bousculer la hiérarchie des grandes entreprises technologiques de manière significative? Ce qui est certain, c'est que cela crée une vague de perturbations, par exemple, avec ces grands modèles linguistiques. Dans le domaine de la recherche. Que voulez-vous? Voulez-vous 10 liens bleus ou voulez-vous une réponse? Et dans de nombreux cas de recherche, vous voulez juste une réponse? Et une réponse générée, c'est comme une mini-page Wikipédia. C'est génial. C'est un changement. Je pense donc que nous verrons une profusion de startups faire des choses intéressantes dans ce domaine. Mais le prochain Google ou Facebook peut-il vraiment émerger? Si Google et Facebook ou Meta et Apple et Amazon dirigent le jeu et Microsoft. Est-ce que je pense qu'il y aura une, deux ou trois autres entreprises de la taille des 5 grands géants de la technologie qui émergeront, peut-être à partir de l'IA? Absolument. Cela signifie-t-il que l'un d'entre eux va s'effondrer? Non, pas nécessairement. Et ce n'est pas nécessaire. Plus nous en aurons, mieux ce sera. Quels sont donc les 5 prochains acteurs principaux? C'est ce dans quoi nous essayons d'investir. Vous êtes membre du conseil d'administration de Microsoft. Il est évident que Microsoft fait un gros effort en matière d'IA. Avez-vous rapproché Satya et Sam, ou avez-vous joué un rôle dans le rapprochement de Satya et Sam? Parce que Microsoft a manifestement investi 10 milliards de dollars dans OpenAI. Eh bien, je pense que je pourrais probablement, vous savez, les deux sont proches de moi, me connaissent et me font confiance. Je pense donc que j'ai contribué à faciliter la compréhension et la communication. Elon a quitté OpenAI il y a quelques années et a fait remarquer qu'il n'était plus aussi ouverte qu'avant. Il a dit qu'il voulait que ce soit un contrepoids à but non lucratif à Google. Aujourd'hui, il s'agit d'une entreprise à source fermée et à profit maximum, effectivement contrôlée par Microsoft. A-t-il raison? Eh bien, il a tort à plusieurs niveaux. Tout d'abord, elle est gérée par une organisation 501. C'est un organisme à but non lucratif. Mais il y a une partie à but lucratif. Le système commercial qui est soigneusement mis en place a pour but d'apporter des capitaux pour soutenir la mission de l'organisation à but non lucratif. Passons maintenant à la question de l'ouverture, par exemple. DALL-E a été prêt 4 mois avant d'être publié. Pourquoi ce délai de 4 mois? Parce qu'il s'agissait d'une formation à la sécurité. On s'est dit, nous ne voulons pas que ce logiciel soit utilisé pour créer du matériel pédopornographique. Nous ne voulons pas qu'il soit utilisé pour agresser des personnes ou faire des deepfakes. Nous n'allons donc pas l'ouvrir au public. Nous allons le diffuser par l'intermédiaire d'une API afin de pouvoir observer les résultats et de nous assurer qu'il ne cause aucun de ces dommages. Il est donc ouvert parce qu'il dispose d'un accès libre aux API, mais il n'est pas ouvert parce qu'il s'agit d'une source ouverte. Il y a des gens qui sont en colère contre le fait qu'OpenAI passe du statut d'organisation à but non lucratif à celui d'organisation à but lucratif. N'y a-t-il pas là une sorte d'appât? L'intelligence de Sam et de tous les autres, c'est qu'ils peuvent dire
Écoutez, nous pouvons conclure un accord commercial dans lequel nous vous donnons des licences commerciales pour des parties de notre technologie de différentes manières et nous pouvons ainsi poursuivre notre mission d'IA bénéfique. Le cimetière de l'IA est rempli d'algorithmes qui ont eu des problèmes. Comment pouvons-nous faire confiance à OpenAI, à Microsoft, à Google ou à qui que ce soit pour faire ce qu'il faut? Eh bien, nous devons être plus transparents. Mais d'un autre côté, bien sûr, notre problème, exactement comme vous y faites allusion, c'est que les gens disent « Eh bien, l'IA devrait dire ceci ou ne devrait pas dire cela ». Nous n'arrivons même pas à nous mettre d'accord sur ce point. Nous ne voulons donc pas que cela soit contesté par d'autres personnes. Nous voulons que ce soit une décision sociale. Comment cela se passe-t-il au niveau mondial? Nous devrions essayer de construire les industries du futur. C'est ce qui est le plus important. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à m'opposer à ceux qui disent « Oh, nous devrions ralentir ». Avez-vous l'intention de ralentir? Nous parlons beaucoup de ces risques depuis de très nombreuses années. L'un d'entre eux est l'accélération et je pense qu'il s'agit d'un risque important auquel nous devons faire face en tant que société en construisant des systèmes d'IA sûrs et généraux. C'est très complexe. C'est incroyablement difficile. À quoi ressemble pour vous l'innovation responsable? Seriez-vous favorable, par exemple, à une agence fédérale comme la FDA qui contrôlerait les technologies, comme elle contrôle les médicaments? Je pense qu'il faudrait une autorité de confiance. Je pense qu'une sorte d'autorité de confiance capable d'auditer ces systèmes sur la base de principes convenus serait très utile. Ce serait très utile. J'ai entendu des experts de l'IA parler du potentiel d'un avenir bénéfique contre un avenir apocalyptique, mais dans ce dernier cas, on parle de l'extinction de l'humanité. Cette personne ont-elles tort? Il y a certainement un risque. Lorsque nous avons ces systèmes d'IA capables de fixer leurs propres objectifs, ils décident que leurs objectifs ne sont pas alignés sur les nôtres et qu'ils n'ont pas intérêt à nous avoir à leur côté, ce qui pourrait conduire à l'extinction de l'humanité. C'est un risque. Je ne pense pas que ce risque ait augmenté ou diminué par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois. Je pense que l'on a certainement beaucoup parlé de ce risque et qu'il suscite beaucoup d'anxiété. Si nous parlons du risque d'extinction de l'humanité, avez-vous eu un moment où vous vous êtes dit « Wow, c'est énorme ». Je pense que beaucoup d'entre nous à OpenAI, que j'ai rejoint parce que nous pensions que CE serait la technologie la plus importante que l'humanité créerait jamais. Mais bien sûr, les risques, d'un autre côté, sont également très importants. C'est pourquoi nous sommes ici. Les employés de l'OpenAI votent-ils encore sur l'AGI et sur la date de son avènement? En fait, je ne sais pas. Je sais. Que pensez-vous de l'AGI aujourd'hui et de la distance qui la sépare de la réalité? Nous sommes encore loin du moment où ces systèmes pourront prendre des décisions de manière autonome et découvrir de nouvelles connaissances. Mais je pense que j'ai plus de certitude quant à l'avènement de systèmes puissants dans notre avenir. Devrions-nous essayer de nous diriger vers l'AGI? Les humains le veulent-ils vraiment? Les progrès de la société proviennent de l'approfondissement des connaissances humaines. Cela ne signifie pas pour autant que nous devrions le faire de manière insouciante et inconsidérée. Je pense qu'il existe des moyens de guider ce développement plutôt que de le stopper net à cause de nos peurs potentielles. Le train a quitté la gare et nous devrions rester dedans. C'est une façon de voir les choses.